Bonjour Bernard Schwarzenegger. Bonjour Aïcha. Pourriez-vous vous présenter? Bernard Schwarzenegger, consultant en sûreté, après une longue carrière dans le renseignement, les renseignements généraux, puis ensuite le contre-espionnage, la DST, et puis la création de la direction centrale du renseignement intérieur en 2008 jusqu'en 2012. Une carrière dédiée au service public et au drapeau. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de la sortie de notre trimestriel La guerre des mondes. Le 7 octobre, le Hamas attaquait les frontières israéliennes. On parle du Mossad, du Shin Bet et des services de renseignement les plus performants du monde. Comment expliquez-vous la défaillance de leurs services? Effectivement, ça a été une grande surprise, cette offensive militaire en territoire israélien. Je crois que comme le 11 septembre, pour les services américains, les services israéliens ont commis une erreur d'analyse. C'est-à-dire qu'ils se sentaient invincibles sur leur territoire, les services américains aussi. Et je pense que ces épisodes malheureux démontrent que faire confiance au tout technique, ça revêt quand même beaucoup de limites. Rien ne vaut le suivi des mouvances adverses, des gens nuisibles par des sources humaines. C'est d'une qualité bien meilleure. L'infiltration, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais ça a des résultats plus performants. Je pense que c'est la leçon à en retenir. Alors il est vrai que le pouvoir politique israélien à ce moment-là n'était pas du tout dans un équilibre stable, mais après coup, il y aura peut-être des enseignements à tirer pour Israël. Vous parliez des moyens humains, des notes d'analyse ont été remontées au Mossad, au service de renseignement israélien, relatant d'une éventuelle attaque du Hamas, et ça n'a pas été pris en compte. Comment l'expliquez-vous? Oui, on le voit même, sans polémiquer, des anciens responsables des services, aujourd'hui à la retraite, faisaient état de connaissances précises sur des entraînements en ULM, de l'achat de drones, des éléments techniques très probants qui laissaient entendre que cette invasion terrestre pouvait être tout à fait possible et rentrer dans les choses à envisager, à prendre en compte en termes d'analyse. Même des journaux américains avaient évoqué cette doctrine nouvelle pour le Hamas face à Israël. Mais si on revient aussi au problème américain à l'époque, quand les Américains ont des attaques terrestres de Dar es-Salaam, Nairobi, ensuite par voie maritime, le Limburg et l'USS Cole, il ne reste plus que la voie aérienne. Et lorsque les services français évoquent le cas d'un ressortissant qui était parti chez eux et qui n'apprenait qu'à décoller et pas atterrir, je crois que on n'est pas dans le déni, mais l'analyse faite à ce moment-là convient au pouvoir politique et tout le monde est rassuré. En plus, que ce soit la CIA, NSA ou le Mossad, le Shin Bet, on le voit à travers des séries télévisées fabuleuses, Fauda ou autre, rien ne peut leur arriver. Et les ressortissants israéliens sont très fiers, et c'est normal, d'avoir des services qui les protègent. Et là, ça n'a pas marché. Alors il est vrai que, je reviens aussi sur le sujet, le pouvoir politique n'était pas aussi stabilisé que, je dirais, à d'autres époques. Mais le Mossad reste un puissant service comme le Shin Bet. Début décembre, une nouvelle attaque à Paris a fait 1 mort et 2 blessés. L'assaillant était fiché S, il a été interpellé et il a justifié son attaque par la mort de musulmans en Palestine. Dans quelle mesure les conflits régionaux peuvent avoir un impact sur la sécurité, sur notre sécurité intérieure? C'est une notion qui est prise en compte par les services de tout temps, en termes de veille, d'analyse, car l'incidence, grâce aux
réseaux sociaux, à Internet et autres, est immédiate. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec des journaux de l'information continue, des réseaux sociaux, on peut savoir à l'instant T ce qui se passe à l'autre bout du monde. Pour des sujets un peu prédisposés au passage à l'acte ou un peu faibles, je rappelle qu'il y a à peu près sur les dossiers terroristes islamistes que l'on a traités en France, et encore aujourd'hui je pense, 30% de ce que l'on appelle les dossiers camisole. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier camisole? C'est des gens qui relèvent en partie de la psychiatrie, mais qui malheureusement sont traités en milieu ouvert, puisque les limites sont là dans ce domaine de traitement. Et ce récent attentat a encore démontré les vides et les failles qu'il y avait dans le traitement post-pénal pour les gens qui sont fragiles au niveau état d'esprit. Donc oui, l'incidence, elle est réelle, elle est immédiate et elle est bien prise en compte en temps réel par les services. Lorsqu'il y a une riposte terrestre de la part des services israéliens et des militaires israéliens face à l'affreuse attaque dont ils ont été victimes en territoire israélien, il est certain que ça va réchauffer l'atmosphère côté partisan et support de cette mouvance, Hamas, Djihad, voire Hezbollah. Donc, comme cela se passait au niveau de l'État islamique, de AQMI, l'État islamique au Grand Sahel, nous restons pour eux, et la France reste le pays le plus menacé, avant même les Britanniques ou les Américains. Nous sommes des mécréants, des croisés, et nous n'avons rien à faire là-bas. Mais plus que les Américains et plus que les Britanniques? Bien sûr. Pourquoi? Ça remonte à la loi sur le port du voile, ça remonte à nos opérations diverses au Sahel, opérations militaires qui se sont installées dans la durée. Aujourd'hui, ça se termine. Donc nous sommes considérés comme un État qui essaye de légiférer, d'empêcher l'exercice d'un culte qui pour eux est tout à fait normal, alors que, je répète, 98% ou 99% des musulmans ne posent pas de problème en France au niveau de l'exercice de la religion, mais il y a un pourcentage qui pose problème dans une lecture trop radicale du Coran qui ne correspond pas aux canons et aux fondamentaux. Donc nos intérêts français sont visés à l'étranger, ça peut être une ambassade, un lycée français, le pavillon Air France, mais bien sûr notre territoire national est fortement menacé. C'est une menace qui est multiforme bien sûr, mais qui n'a jamais baissé. Simplement, c'est comme des casseroles de lait sur le feu. De temps en temps, il y en a une qui bouillonne un peu plus que d'autres en fonction d'événements internationaux. Tout à fait normal. Comment nos services de renseignement s'adaptent à ces nouvelles formes de menaces? Il y a une évolution dans la méthodologie au niveau du travail, je dirais, du recueil de renseignements, son traitement, son enrichissement, la fourniture de notes d'analyse, de suivi d'objectifs opérationnels. Tout ceci est pris en compte car Internet est à la fois un support d'information, mais un support de communication, de revendication, d'utilisation de logiciels, je dirais, cryptés, mais également de tutoriels. C'est vraiment tout, la bibliothèque en permanence. Donc aujourd'hui, ce support de communication est largement suivi, mais seul, on n'est pas grand-chose. Et donc, cela repose aussi sur une coopération bilatérale ou multilatérale avec des services frères. Comment est-ce qu'elle se matérialise, cette collaboration entre les différents services de renseignement? La coopération, elle a toujours existé, mais elle s'est renforcée, puisque la menace a largement évolué. On est parti au départ sur du contre-espionnage, donc il fallait avoir des services en toute une relation de confiance avec ces services, d'autres s'en méfiaient. Déjà, le service extérieur des GSE exerçait sa mission de façon autonome. Les services intérieurs, renseignements généraux et direction de la surveillance du territoire travaillaient également de leur côté.
Il a fallu en arriver, après l'ultra-gauche européenne, les actions des services d'État, qui ont ensanglanté la France aussi, en arriver à une menace religieuse diffuse, mondiale, pour arriver à mettre en place une coordination, d'abord entre services français, et ensuite une coopération avec les services étrangers de qualité. Cette coopération, elle se fait d'abord sur une base de confiance. Or, soit on a des services avec qui on s'entend mieux parce qu'on est en Europe, mais on peut avoir des services étrangers avec qui on coopère très très bien, avec une grande qualité. Ça se fait à la relation personnelle et ensuite, bien sûr, à la structure. Ce sont des échanges permanents, envoi de notes, partage d'objectifs opérationnels, rencontres très fréquentes. Il existe aussi des clubs qui réunissent les directeurs des services au niveau européen, que ce soit en interne ou en externe, où là on peut échanger verbalement ce que des fois on ne dit pas par écrit. C'est une espèce de hub où la réflexion est intéressante et on arrive à discuter avec des groupes de travaux un peu et des experts spécialisés sur des thématiques particulières. Et là, on fait des constatations intéressantes parce que ce que l'on constate dans un pays, des fois, on le retrouve dans 27 de façon identique. Et là, on peut dire qu'il y a vraiment un fait de société nouveau. Donc, c'est intéressant. C'est un constat... Il y a aussi une coopération judiciaire, bien sûr. Mais ça, c'est sur le papier. Est-ce que les services de renseignement américains travaillent étroitement avec les services de renseignement français, par exemple? Sur la lutte antiterroriste, oui. Oui. Mais ils peuvent nous piller sur le plan économique à côté. Mais nous n'avons que des amis. Donc on n'a pas besoin d'ennemis. C'est un tri sélectif. Il y a des intérêts. Le terrorisme, c'est l'intérêt supérieur, la lutte antiterroriste. Et après, il y a le reste. Okay. Et à l'échelle européenne, c'est... L'échelle européenne aussi fonctionne bien, mais il n'y aura jamais de super service de renseignement européen parce que le traité de Lisbonne nous dit bien que cela reste de la souveraineté des États. Par contre, il y a des échanges. Il y a un monsieur terrorisme au niveau européen, Gilles de Kerchove, qui est quelqu'un de brillant, qui travaille bien ses dossiers, offre une coopération, et nous avons des experts nationaux détachés de chaque pays qui sortent des notes d'analyse à partir de la production de leurs services respectifs pour en faire des synthèses pour alimenter et enrichir la prise de décision qui se fait au niveau de la Commission, du COREPER, le comité des représentants permanents qui réunit tous les ambassades, mais également du nouveau Quai d'Orsay à l'européenne. Mais la meilleure relation, c'est la bilatérale. Okay. C'est entre quatre yeux. Au lendemain de l'attentat au couteau de Bir Hakeim, Marion Maréchal Le Pen a proposé, je cite, d'arrêter et d'interner administrativement, d'urgence, tous les islamistes fichés S. Dans quelle mesure est-ce possible? Alors, je vois deux questions en une. D'abord, pourquoi les fichiers S? Deuxièmement, l'internement. Les fichiers S, la mouvance politique depuis les attentats du Bataclan et du Stade de France utilise ce sujet sans savoir exactement de quoi l'on parle. De quoi parle-t-on? Un fichier, quelqu'un qui est fiché S, c'est quelqu'un qui a été choisi par un service. Alors ça peut être l'APJ dans son domaine d'attribution, fichier S comme Sûreté de l'État au niveau des services de renseignement, mais comme la douane peut en avoir, comme Bercy et bien d'autres. Bon. Fichier S, c'est quelqu'un qui clignote un peu, mais faiblement, les signaux faibles, comme on dit, sur lequel on n'a pas grand-chose. On a des débuts de commencement de présomption. Et on voudrait savoir si ça vaut le coup de travailler sur lui ou non, donc de le mettre en attention, afin d'essayer de recueillir des éléments probants, laissant entendre
que cet individu peut être potentiellement dangereux à terme. Donc on parle de loin, on part de zéro. Pour arriver sur une échelle de mesures à tenir, à du recueil de renseignements très précis qui, selon le service émetteur et le fonctionnaire qui a inscrit l'individu au fichier des personnes recherchées et autres, donc pourra avoir un éclairage plus complet. Maintenant, ce n'est qu'une méthode. Cette méthode, elle repose sur le bon vouloir de l'agent qui contrôle sur le terrain. Je vous mets en fiche S. Vous partez en Tunisie. À Roissy, vous allez présenter votre passeport. Vous clignotez puisque vous faites l'objet de une ou 16 mesures, qui peut aller du simple rendu compte au service émetteur, avec un numéro pour la nuit, un numéro pour le jour, les jours fériés et tout, de façon à ce qu'il y ait toujours une veille permanente. Mais le fonctionnaire qui contrôle, il peut ne pas en tenir compte. Et c'est là où le système n'est pas faillible. Donc c'est une mesure, une demi-mesure, mais qui n'est pas convaincante. Vous pouvez avoir un contrôle routier, où les fonctionnaires vont dûment remplir leurs fiches, expliquer que vous avez été contrôlé avec telle voiture en compagnie de telle personne et autres, et vous faites un compte-rendu au service émetteur. Donc moi qui vous ai mis en attention, ça va me permettre de savoir qui sont vos relations, votre environnement, vos déplacements, et ainsi de suite. C'est en arborescence, mais ce sont des choses à vérifier et sur lesquelles il faut travailler. Donc dire il faut interner tous les fichiers, c'est un peu rapide. Ça manque de caractérisation. La fiche S n'est qu'un outil de travail. Par contre, l'internement, puisqu'il faut arrêter ou interner les gens, c'est un autre problème, à mon sens, qui s'est posé également sur Bir-Hakeim, mais là on était plus côté psychiatrie, si j'ai bien compris, enfin je n'ai pas le dossier en main. Hein. Mais que fait-on des gens qui ont été appréhendés, soit préventivement, soit a posteriori, malheureusement, après un attentat, mais bien identifiés, avec mise en cause, caractérisation de la responsabilité, instruction, renvoi, jugement, condamnation, prison, pour la peine finalement retenue par rapport à la caractérisation exacte des éléments retenus. Si on sent que l'individu est prédisposé favorablement à une récidive, quid de la conduite à tenir? Et c'est là où les services trouvent leurs limites. Alors soit on est en psychiatrie, mais avec les limites juridiques que l'on connaît, les délais et autres. Souvent ensuite une remise en liberté, on prend ses médicaments, mais on est traité en milieu ouvert. Soit les services de renseignement, mais ils ont beaucoup de travail à réaliser à chaud, avec des éléments beaucoup plus frais que celui-ci, peuvent le reprendre et se remettre à le surveiller. Mais ce sont des mesures très longues. Et puis quand vous avez arrêté un individu, il sait comment vous avez travaillé. Donc il va falloir travailler autrement parce que lui ne recommettra pas les mêmes erreurs. Mais à terme va se poser, et le débat politique s'ouvre là-dessus, qu'est-ce que l'on fait des gens qui sont susceptibles de repasser à l'acte Certains parlent d'un Guantanamo à la française. Oui, c'est un centre de rétention administrative qui pourrait être créé, par exemple, je ne sais pas, mais sous contrôle du juge administratif, au titre du risque de récidive dans le domaine de l'islam radical religieux. Alors, c'est un débat politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a dans notre dispositif juridique beaucoup de failles. Les services de renseignement qui doivent travailler longuement en amont n'ont pas toute la capacité en effectif, en moyens, pour suivre beaucoup d'objectifs, pour nourrir des procédures judiciaires, parce que là aussi, il faut faire tenir vos dossiers, sinon l'avocat de la défense vous démontrera tout ça, et donc ça n'aboutira à rien. Donc, effectivement, il y a une réflexion à mettre en place. Sous quelle forme, je n'en sais rien, c'est le problème des politiques. Les techniques, les techniciens, je dirais,
viennent apporter les insuffisances, je dirais, de notre corpus juridique existant pour dire il y a des trous. Un facteur est frappant pour ces derniers attentats ou tentatives d'attentats, c'est la jeunesse des suspects. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? On est dans... C'est réel, mais c'est quelque chose qui évolue en permanence. On est dans une crise de civilisation, crise des autorités. Crise de civilisation? Oui, dans quelle mesure? notre société évolue, mais pas forcément dans le bon sens. Alors certains parlent d'ensauvagement ou de décivilisation. Bon, vous choisissez le terme qui vous convient le mieux. En tout cas, moi j'ai connu un système éducatif où il y avait le matin, inscrite au tableau noir, en haut, ou une phrase d'instruction civique ou une phrase de morale. Alternativement, et elle restait toute la journée de façon à la méditer. Ensuite, il y avait dans chaque village ou autre un triptyque. Le maire, le curé et l'instit, ce qui formait un petit peu le nerf de la guerre. Il y avait des familles qui étaient assez consolidées. Aujourd'hui, il y avait aussi le service national, qui permettait au moins aux gens d'acquérir une certaine culture, pour ceux qui ne savaient pas lire et écrire, malheureusement ça existait. Se lever le matin à l'heure, se raser, saluer le drapeau, dire bonjour, et s'habiller. Et en partant, on avait au moins le permis super lourd. Bon. Aujourd'hui, tout ceci a évolué, les familles ont explosé, les familles ne s'occupent moins, je dirais, de leurs gamins. Pour certains, c'est malheureux, mais on voit l'évolution. Il n'y a plus, je dirais, ce respect de l'éducation parentale et encore moins scolaire. Les profs, il faut être à la limite maintenant spécialiste en judoka pour exercer. Bon, je ne sais pas, mais ça devient quand même dramatique. Il n'y a plus ce respect-là. Il n'y a plus le respect de l'autorité aussi, qu'elle soit policière, gendarme, pompier, et même toutes les professions de proximité, de guichet. Et on le voit, aujourd'hui, toute cette évolution repose sur des gens qui sont de plus en plus jeunes, et les premiers à aller à leur rencontre, ce sont les services de police. Les premiers intervenants, première rencontre, c'est là. Pour la partie radicalisée, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un taux de plus en plus important de gens très jeunes qui basculent. Vous pouvez basculer dans la délinquance générale ou voie publique avant. Aujourd'hui, il y a un phénomène d'attraction de ce côté religieux très fort qui permet de faire des tas de choses intéressantes, soi-disant, enfin en perspective, hein, tout ceci étant très virtuel. Mais c'est vrai que la surveillance, enfin, l'utilisation en permanence des réseaux sociaux vous ouvre des possibilités que vous n'aviez pas avant. Donc ce mélange des gens, crise de société, réseaux sociaux, ouverture du monde et tout, bah, ça donne des gens beaucoup plus prédisposés au passage à l'acte très jeunes. Aujourd'hui, quelles sont les principales menaces terroristes en France ? Aujourd'hui, sur le territoire national, à mon sens, la menace islamiste reste toujours la plus importante. Alors on voit bien, on parle de menaces d'extrême gauche, d'extrême droite, bien sûr, de spectres d'affrontements entre mouvances et autres. Bon, moi je crois qu'il faut rester raisonnable. Parlons déjà de ce qui existe et on verra il est possible que cela survienne aussi, ce genre d'affrontement. Je ne pense pas qu'on en soit là. Mais il y a de l'antisémitisme, hein, bien sûr, et le conflit israélien le démontre encore une fois, et le ministre Gérald Darmanin l'évoquait aussi, on est en évolution également là-dessus. Mais on a également des problèmes de troubles à l'ordre public dans la rue, avec des manifestations pro-palestiniennes, et donc de la part de mouvances plutôt extrême gauche. Mais à mon sens, la menace islamiste radicale reste la plus prégnante. On est censé avoir vaincu Daesh et l'État islamique.
On est censé avoir géré ce problème-là en Syrie et en Irak. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des terroristes affiliés à ces Mais groupes je en crois qu'on France? a oublié l'essentiel, c'est que on est sur un djihad mondial qui ne fait que commencer. On est sur une espèce, comme certains l'ont pu le dire, d'une croisade à l'envers. Et aujourd'hui, on peut faire un petit schéma photographique. L'évolution de la mouvance islamiste au niveau mondial, ne serait-ce que la révolte des printemps arabes, où nous avions des États avec qui on coopérait, des services avec qui on échangeait, qui étaient nos sentinelles avant-garde. Parmi lesquels? Outre-Méditerranée, mais ça allait de l'Égypte jusqu'au Maroc. Et puis, par la force des choses, tout ceci a disparu. Et à la place, on a des mouvements qui ont fait jour, plutôt pro-islamistes, qui ne vont pas travailler sur leurs frères d'armes, si j'ose dire. Donc ça limite les possibilités. Lorsqu'on arrête en 1995 les auteurs des attentats qui ensanglantent Paris, on n'avait pas vu venir l'assassinat de l'imam Sahraoui à Paris qui prônait un islam très modéré. Je rappelle qu'un émir du GIA venu d'Algérie, actionnait et activait des cellules dormantes en France pour punir la France, parce qu'elle aidait aussi, je dirais, les services algériens à combattre le GIA. C'était l'époque d'une coopération pleine et entière. C'était le retour des Afghans, et dont certains étaient déjà en France. Les gens qui sont venus et que l'on a arrêtés au bout de 3 mois d'enquête, tous services confondus, police judiciaire, brigade criminelle, SDAT, renseignements généraux, ont démontré donc la réalité du réseau Kelkal, le réseau qui était aussi à Lyon, Ben Saïd à Paris, et le réseau lillois, que l'on a pu arrêter avant le dépôt d'une voiture piégée sur le marché de Ouisamati. Quand on arrête M. Ben Saïd, qui est transporté dans les locaux de la 6e DCPJ chez Roger Marion, il se demande pourquoi il a été arrêté dans les rues du 16e, très bien habillé, costume 3 pièces, attaché caille. Il sortait de la cabine où il venait de dire à l'équipe en face à Lille qu'il fallait piéger pour cette nuit, poser la voiture piégée pour cette nuit, et il repartait. Il est interpellé, ramené dans les locaux, et là, pose des questions, donc ses droits lui sont notifiés par les OPJ, et là, lui est montré l'album photo du RER Saint-Michel et tout ce que cela mentionnait. Et là, il dit « Ah ok, vous m'arrêtez pour ça », enfin, grosso modo. Moi, j'ai perdu, mais il y en a d'autres qui vont venir. Dans 6 mois, 1 an, 10 ans, on est chez nous, ici, et vos femmes porteront le hijab. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est confondu, qui part pour une peine assez longue, et qui trouve son arrestation normale parce qu'il y a la 5e colonne qui est déjà là et qui va venir, et il rajoute « mais on est déjà en Europe du Nord, dans d'autres pays et tout, et c'est fini pour vous ». Alors c'est là où on peut se poser des questions, et pour répondre à la vôtre, en disant on a vaincu Daesh. Non, on a vaincu militairement, c'est vrai, des unités combattantes et tout, mais l'esprit reste, le prosélytisme reste intact, et ils ne sont fait que basculer dans la clandestinité en essayant de réunifier des mouvements. Quand vous voyez l'État islamique au Grand Sahel, les rencontres avec AGMI, les fusions, vous les voyez en Malaisie, vous les trouvez un peu de partout, les filiales ont été créées. Après, c'est une question d'opportunité. Ils passent à l'acte quand ils le souhaitent, soit répondant à un mot d'ordre, soit, de façon individuelle, répondant à des faits d'actualité. Donc la France est, selon vous, vouée à être attaquée encore et encore et encore par des terroristes On est dans cette posture, mais les autorités politiques, les services, travaillent dans ce format-là. Une riposte très élevée, une veille généralisée, d'où le
le devoir de nos gouvernants de nous appeler à une vigilance renforcée. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être un individu, beaucoup plus que, isolé bien sûr, beaucoup plus qu'un réseau structuré avec une base opérationnelle à l'étranger qui va venir frapper et repartir. Mais justement, ces loups solitaires, comment est-ce que les services de renseignement français, plus globalement européens, peuvent les identifier d'une part et peut-être essayer de les récupérer? D'abord, contrairement à ce que l'on a pu dire, j'ai employé ce mot à chaud sur l'affaire Meyrat. Beaucoup l'ont reproché. Oui, je dirigeais la direction centrale du renseignement intérieur à cette époque. Quand je dis loup solitaire, c'est dans l'exécution, pas dans la formation, le prosélytisme et l'apprentissage, je dirais dans les madrassas ou dans les cellules d'Artigat ou autres. Il aimait une seule personne, c'était sa mère. Il ne lui a jamais rien dit. Quand il vole le T-Max qui va servir à commettre ses odieux assassinats à Toulouse, il ne le dit pas à son frère pourquoi il le vole. Quand, pendant le siège, où s'instaure un dialogue avec l'agent qui le traitait, et sous l'autorité et le contrôle du parquet, bien sûr, et du RAID, il dit à l'agent traitant « Mais toi, je devais te convoquer lundi pour te tuer. » On est sur quelqu'un qui décide de tuer un militaire le lundi matin, et heureusement pour ce monsieur, il sort plus tôt de chez lui, et Meyrat ne sait pas quoi faire, et connaissant la présence de l'école juive, tue malheureusement ses petits-enfants. Quelqu'un qui vit de façon spontanée, qui ne dit rien, qui a bien sûr une vie sociale, mais pas de téléphone, il arrache les téléphones dans la rue, il n'utilise pas de cabine, quelqu'un d'assez isolé. Ouais. En ce sens, on pourrait parler de loup solitaire, surtout que la revue Al-Qaïda Péninsule Arabique sort un fascicule de 120 pages sur la notion de loup solitaire. Donc non seulement ça existe, ça doit être cultivé, développé, pour qu'au niveau de la taquia, tous ces gens-là puissent s'infiltrer dans la société française. Mais encore une fois, il faut bien faire la différence, et j'ai été 2 fois le dire aux assises pour renforcer l'accusation, où le frère Meyrat était donc jugé et défendu par un avocat célèbre, devenu ministre. J'ai expliqué comment il fallait bien faire la distinction entre la doctrine, l'endoctrinement religieux et l'exécution. Pourquoi il faisait ça? Il dit, mais moi, si j'ai un complice et que je lui raconte tout, si mon complice est arrêté, tout mon plan foire. Donc je dis rien à personne. Dans l'exécution, je suis désolé, je le répète, je le réitère, il est solitaire. Alors on voit bien, c'est employé, c'est débattu et tout. Mais quand l'individu décide tout seul d'agir en toute opportunité en fonction de, y a-t-il une patrouille Vigipirate? Est-ce que la cible est protégée par une sentinelle ou un agent de sécurité? Il choisit de ne pas frapper et il repassera à l'acte le lendemain. C'est lui qui choisit. Donc comment détecter tout ça? Et c'est là où, après l'affaire Meyrat, on a demandé au président sortant de préparer une nouvelle loi, car il fallait absolument renouveler, améliorer, amender la notion association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Meyrat, il a tapé seul. C'est donc créer une infraction individuelle en vue d'une entreprise terroriste qui n'existait pas. Faire du retour des zones de djihad une infraction particulière. Surveillance Internet. Alors là, on commence à rentrer au travers du débat des libertés publiques, tout à fait normal. Et ensuite, lui demander, dans le cadre de cette loi renseignement, d'utiliser les techniques dites d'opérations spéciales consacrées au contre-espionnage pour le terrorisme, parce qu'on ne savait pas sonder les consciences. Aujourd'hui, après la commission d'enquête qui ont conclu à tout ça, on a eu une loi sur le renseignement, mais qui est arrivée immédiatement, mais mise en application bien plus tard, après le Bataclan et après Charlie Hebdo.
pour d'autres raisons. Ces méthodes-là sont employées sous le contrôle d'une commission, avec un président dédié. Donc ça commence à, je dirais, à tout ceci à entrer en ligne de compte. Mais les cellules d'évaluation, je dirais, qui sont faites, qui se tiennent de façon hebdomadaire auprès des préfets pour suivre tous les objectifs et autres, ne peuvent pas être analysées que par de simples policiers. Et c'est là où interviennent obligatoirement des espèces de task force pour évaluer ces gens-là, qui mêlent de l'universitaire, du religieux, du psychiatrique, du psychologue et du policier. Car le problème, il n'est pas seulement policier. Donc voilà cette longue évolution sur les méthodes de travail. Mais que ça ne sera jamais terminé, parce que ça va s'améliorer encore, au vu de tous les cas que l'on constate. Il y a un débat depuis maintenant quelques années sur le retour des femmes, enfants de djihadistes en Syrie, du Daesh en Syrie. Quel risque leur retour pourrait-il On a un gros souci. On a un gros souci puisque, avec l'État islamique, contrairement au vieux départ en Afghanistan, Serbie, Afghanistan 2, Irak, à partir du moment où l'État islamique s'est créé, il y a eu un appel d'air très important. Et si on avait au départ à peu près 30, 40 Français qui partaient sur les zones de djihad, on avait le temps de préparer des procédures, c'était le juge Brière et le juge Ricard, aujourd'hui patron du PNAT, pour enrichir ces procédures en recueillant des renseignements avec les services frères sur place, de façon à ce que lorsqu'ils revenaient, ils étaient mûrs pour être interpellés, incarcérés et déférés devant des juridictions de jugement. L'État islamique a changé la donne puisqu'il récupère tout le territoire irakien, un vrai territoire, les banques, l'armée, certains services, des gens des services de renseignement ont basculé au sein de l'État islamique et ont créé l'AMNIAT, propre service de renseignement pour vérifier s'il n'y a pas de source et tout. Et on a eu droit à peu près à 2000 départs en famille, avec femmes et enfants, ce qui ne s'était jamais vu. Mais c'est vrai qu'ils avaient un salaire, il y avait un appel d'air, un appartement, frigo plein. Enfin, bon, c'était la guerre, mais Club Med. Avec la disparition du territoire et la fin de la guerre, mais pas la fin du problème, se pose le problème des femmes françaises prisonnières et des enfants, les lionceaux du califat. Problème juridique et problème moral. Juridique, bon, ce sont des gens qui ont été complices d'infractions et tout, mais se pose le problème des mineurs. Okay, problème moral. Donc, certains plaident pour des retours par palier en France de ces gens-là, avec des familles qui les attendent forcément, mais ce sont des petits-enfants qui n'ont connu que la guerre, le bruit des kalachnikovs, la privation de jouets ou autre chose, et que l'on va rapatrier en France. Et là, on est plus sur un suivi psychologique en disant, mais que feront ces enfants lorsqu'ils auront atteint un certain âge ? C'est un problème auquel moi je n'ai pas de réponse, mais j'ai quelques idées. Quelles sont vos idées ? Pour moi, ce seront des futurs combattants dans la majorité. Si vous voulez, quand on revient aux histoires de camps à la Guantanamo à la française, j'ai eu la chance de voir en Arabie Saoudite le centre Prince Naïef. 300 Saoudiens étaient à Guantanamo. L'Arabie Saoudite, qui est aussi l'une des matrices au niveau de la doctrine musulmane, la Mecque, et puis comme l'UOIF ou autre, enfin, a récupéré ces 300 ressortissants. Dans l'avion qui les ramenait, ils ont eu droit à une checklist visite médicale. Et on les a mis dans ce camp où, pendant plusieurs mois, des théoriciens formatés au niveau islam et du monde musulman leur ont inculqué l'apprentissage du vrai Coran, la culture,
le respect du prochain, l'exercice de la religion musulmane tout à fait normal. Ensuite, on leur a appris un métier. Ensuite, on a attendu qu'ils trouvent une âme sœur, un appartement. Et après plusieurs mois de contrôle, ils sont lâchés dans la nature. Alors je ne dis pas que tout a réussi. Mais si sur 300, vous avez déjà un tiers qui réussit, en termes de déradicalisation, bon, ben, c'est pas mal. Nous, on a créé plusieurs centres en milieu pénitentiaire, avec plus ou moins d'échecs, et voilà, c'est pas facile. Comme disait le Figaro, bon, terroriste un jour, terroriste toujours. Possible, mais il faut essayer. Okay. On quitte l'Arabie Saoudite, on revient en France. Le gouvernement pointe très régulièrement du doigt, vous l'avez évoqué à demi-mot, le risque terroriste issu de l'extrême droite. Est-ce qu'il est légitime ? Alors, la mouvance d'extrême droite en France, bon, elle existe. Il y a la branche parlementaire, je dirais, qui est tout à fait légitime, issue des urnes et tours. Et puis une extrême droite que l'on peut dire radicale dans la rue et qui peut bouger, bien sûr, en fonction d'éléments extérieurs et tout. Mais ça a toujours existé. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais pour moi, ce n'est pas la première menace. Elle existe. Elle est à son niveau. On constate des actes de xénophobie, d'antisémitisme, bien sûr. Tout ceci est pris en compte. Mais pour moi, ce n'est pas la première menace. Est-ce que les services de renseignement français craignent une recrudescence des violences intercommunautaires, notamment, on l'a pu le voir au lendemain de l'affaire de Crépol ? Alors, d'abord, cette affaire... il faut descendre plus profond dans les détails pour savoir un petit peu quelles sont les vraies causes. La révélation ensuite d'un phénomène de société, oui. Les affrontements entre communautés, on en parle depuis longtemps. À la limite, moi je dirais qu'on est plus dans un spectre d'affrontements réels que certains désiraient, je pense. Et c'est là où le côté restitution des faits, des causes exactes, par voie judiciaire et non pas par voie médiatique, où ce sont deux choses différentes, ont leur importance. Il y a eu cette affaire, où manifestement on vend l'opération comme une expédition punitive parce que interdiction d'entrée. En fait, ce qu'on lit plus tard, c'est qu'il y a eu une provocation de la part de quelqu'un à l'intérieur de la salle qui s'en est pris, et ensuite, bon, c'est les bagarres, je dirais, classiques. Ce qui est révélateur, c'est qu'on est face à deux communautés. En gros, je résume, le maire qui est une femme, je dirais, superbe, respectueuse de son autorité, officier de police judiciaire, qui veut rétablir le calme et qui veut appeler un chat aussi. Hein. Qui sont les auteurs, qui sont les fauteurs, et quelles sont les conséquences à en tirer. Donc, pour revenir à votre question, oui, ça a toujours existé, mais ce qui se passe dans les stades de foot, c'est aussi violent, et ça ne met pas, je dirais, le sport au niveau où il devrait être. Donc on sent que, plus qu'un risque d'affrontement, on est dans un phénomène de société où, là encore, il y a une crise des autorités. Autant on a réussi à maintenir à l'intérieur des stades une discipline, une rigueur, autant à l'extérieur, on revient à de la chienlit. Il semble y avoir un malaise grandissant chez les policiers. Comment l'expliquez-vous ? Oui, malaise il y a. Alors, je vais être très clair à mon sens, puisque je n'ai exercé cette profession que pendant 35 années consécutives. Je pense la connaître un peu. D'abord, on sent un excès de texte. Deuxièmement, des départs de cadres
d'officiers, de gardiens, très jeunes, pour partir dans le privé. Enfin, il y a un excès de judiciarisation. Alors c'est vrai que quand il y a Charlie Hebdo, tout le monde aime la police. On l'aime pas, on l'adore. Mais alors après, on la vomit, on la frappe, on la brûle, on l'invective. Et en plus, on lui met une justice réparatrice parce que... Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, exercer la profession de policier, c'est un métier qui est de plus en plus difficile. Regardez le pont de Bir Hakeim. Les premiers intervenants qui neutralisent l'assaillant, qui était armé toujours de son couteau, auraient pu le tuer, l'état de légitime défense y était. Ils ont utilisé un taser. Bravo. Ouais. Pourquoi ? Pour ne pas être emmerdé au niveau de l'inspection générale de la police nationale, du parquet et des jugements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la police fait peur aux honnêtes citoyens, malheureusement, plus qu'aux nuisibles et aux malfrats. Donc cette évolution, elle n'est pas forcément bonne pour l'exercice et le bon fonctionnement des services de police. Il y a une intrusion aussi des services de police sur le fonctionnement des douanes, de la police judiciaire, des services de renseignement, sur le traitement des sources, des informateurs et autres. On en revient, une source humaine, c'est très important. Donc aujourd'hui, le risque, quand on voit à peu près cette évolution du statut et la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, le risque, c'est d'aboutir à une police aseptisée. Moi, je reste devant mon ordinateur, je pianote, j'obtiens les renseignements, je fais ma procédure. Bon, on fait ça plus soft. Avant, la police, et vous avez les séries rétrospectives, l'anti-gang, BRI, tout ça, DGSE, Bureau des légendes, une obligation de résultat, les moyens, je n'ai pas dit tout, les moyens étaient mis en place, mais il y avait des tontons, des indiques, il y avait des moyens de surveillance, des filatures, et on aboutissait à des résultats. Et souvent, avec un grand manque de coordination, parce que c'était des services qui voulaient tirer leur épingle du jeu, après ils avaient plus de moyens d'avancement. Bon, c'était l'ancienne police. Aujourd'hui, non, il faut rendre compte. Il faut gérer, il faut rendre compte, il faut s'expliquer, il faut faire des choses. On le roule à la limite sur la ligne jaune continue, mais on ne franchit pas. Alors qu'avant, il y avait un peu plus de tolérance par rapport à une criminalité qui était très distincte, très affirmée. Aujourd'hui, on est dans des choses beaucoup plus diffuses, des mineurs, on ne peut plus travailler comme avant, de la même façon et autres. Donc, pour certains policiers, exercer pleinement sa mission, il y a du risque. Du risque administratif et judiciaire. Quid de la menace sécuritaire pendant le JO? Vous êtes serein? Mais moi, je ne suis pas un grand sportif, donc je ne vais pas concourir et je ne m'entraîne pas à cet effet. Le policier qui va affronter les JO, et on en parle aujourd'hui, va faire face à des menaces diverses. Aujourd'hui, on voit à peu près le format qui va être choisi. 6,5 km de voies sacrées pour l'ouverture. Ce qui pose problème de sécurité sur la Seine, sur les bords, les immeubles, Airbnb, pas Airbnb, bon, vous avez compris, QR code, pas QR code. Bon. Mais la police doit faire face à un événement sans précédent, mais qui vient alors qu'ils sont déjà à élastique tendu du fait de plusieurs événements qui ont eu lieu avant. Donc c'est une succession d'événements, mais qui arrivent sur un événement sommital, où tous les pays seront représentés, et donc on est astreint à une obligation de résultat.
Cela repose sur la stratégie, bien sûr, arrêtée au plus haut niveau. Là, je fais confiance aux gens qui sont aux manettes et qui connaissent parfaitement bien, par expérience et pratique, donc le métier. Ils sont entourés de gens également compétents. Et après, c'est l'imprévision. Les choses que l'on n'a pas prévues et qui peuvent arriver. Donc oui, il y a toujours une menace. Mais surtout pour des représentants des pays qui vont arriver, pays qui sont ciblés. Donc c'est l'occasion d'avoir en un seul lieu, un seul moment, tous les pays représentés avec un support médiatique sans précédent en, je dirais, direct. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques, humains, pour supporter un tel événement? A priori, on ne les avait pas, puis on fait en sorte de les avoir, mais à travers un continuum public-privé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pôles emploi font de la retape pour recruter des agents de sécurité privée qui doivent être habilités auprès du CNAPS pour pouvoir être là le jour où il faudra qu'ils soient là. Parce que, vu la longueur du trajet, les effectifs régaliens ne suffisent pas. Donc il va falloir faire de la soudure à froid. C'est en cours. Je ne sais pas où ça sera au moment venu. Mais sans parler des tracas circulation, parce qu'il faut monter tous les dispositifs, il faut bien sûr laisser faire dérouler les jeux et ensuite tout redémonter. Donc ça va faire, je dirais, autant de dysfonctionnement, entre guillemets, à la vie quotidienne et aux petits gestes, je dirais, quotidiens des Français.